Vous, Ouais. comment est-ce que vous définiriez les spirivores en un seul mot ou en une seule phrase? Euh, c'est toujours un peu compliqué, mais en gros, les spirivores, ça réunit un ensemble de clients, de personnes depuis quelques années qu'on peut définir dans une volonté d'authenticité sans artifice qui essaie justement de faire un pied de nez à l'univers agroalimentaire ultra transformé. Et donc, être spirivore, c'est ça, c'est se rapprocher d'une alimentation plus brute, plus naturelle, et d'avoir une meilleure compréhension de l'écosystème un peu nutrition. Donc, c'est difficile de le résumer en un mot, mais je dirais authenticité, spirivore égale authenticité. Et du coup, bah, quelle est l'histoire derrière la création de votre marque? D'où est-ce que d'où est-ce que l'idée vous est venue de vous lancer dans la production de spiruline? L'idée, elle est née en Guyane. Et donc, moi, j'habitais en Guyane avant et mon associé aussi. Euh, Et on a deux parcours différents qui nous ont amenés à la spiruline. Pour être rapide, Dimitri, donc mon associé, lui, voulait se lancer dans la spiruline pour proposer une alternative dans la pisciculture à la nourriture qu'on donne aux poissons. Puisqu'actuellement, dans la pisciculture, il faut en moyenne 5 kilos de poissons sauvages pour faire 1 kilo de poissons d'élevage, ce qui est du coup un non-sens écologique. Et la spiruline est une super source de protéines pour les poissons, entre autres. Euh, et moi, j'y suis venu de par mon passage en Guyane et mes différents voyages en Amérique du Sud, avec une volonté de me lancer dans l'agriculture et l'agriculture de super aliments les plus écologiques possibles. À la base, j'étais parti sur le açaï, c'est de la baie de palmier, mais il y avait quand même beaucoup de complexité pour lancer une production et de fil en aiguille, à discuter avec plein de producteurs et artisans différents, agriculteurs et aquaculteurs, j'ai trouvé la spiruline et j'ai trouvé que c'était super parce qu'on pouvait la produire une grande partie de l'année, qu'elle était très écologique, qu'elle comblait de nombreuses carences, qu'elle cochait à peu près toutes les cases que je voulais pour me lancer dans l'agriculture. Et à la base, le projet, c'était de faire de l'aspirine en Guyane, parce qu'on peut en produire toute l'année, et que la Guyane, c'est aussi une bonne partie de malnutrition, de dénutrition. Mais de fil en aiguille, les choses ont un petit peu changé et on est revenu en France. On a fini par se lancer en France sur la spiruline en 2019. Mais voilà, nos deux parcours étaient différents et c'est le fruit d'une rencontre par hasard où en fait, moi, je faisais à un moment donné en Guyane, en plus de mes différents projets, je travaillais pour des ONG et je faisais de la collecte de fonds à domicile. Et du coup, pour WWF, j'ai toqué sans le savoir chez Dimitri, lui ai expliqué quel était le projet WWF est très rapidement envoyé sur mes projets à moi parce qu'on a pas mal tchatché. Et de très rapidement, il m'a dit, non mais attends, tu voudrais pas être le deuxième mec en Guyane à vouloir faire de la spiruline? Je lui ai dit, si, si, c'est un peu le projet de l'année prochaine. Il m'a dit, bah moi aussi. Et on s'est dit, bon, bah, ce serait quand même pas mal de devenir potes et associés. Et on s'est serré la main. Donc voilà d'où est venu le projet. Ok. C'est intéressant. Bah, c'est une belle histoire. Mhm. Euh, Pourquoi du coup vous avez choisi le nom Les Spirivores? Est-ce qu'il y a une anecdote ou un symbolisme particulier, bien que ça ressemble du coup pas mal à la spiruline? Est-ce que voilà, il y a une anecdote ou quelque chose de particulier derrière ce choix? Le nom de la marque de 2019 à 2022, c'était Humamise. On s'appelait pas les Spirivores il y a encore 2 ans de ça. On s'appelait Umamise en référence à l'umami, qui est la cinquième saveur et qui correspond au goût de la spiruline et de la spiruline fraîche. Mais on était un petit peu trop avant-gardiste et allez, 95% des gens ne comprenaient pas le nom de la marque parce qu'ils ne connaissaient pas la saveur de l'umami. Donc, on avait noté à la base pas mal de noms d'autres marques possibles, Spirufil, Spiruvore, les Umaminati, tout un tas de choses. Et on a vu quand même que depuis quelques temps, il y avait cette tendance un petit peu, bah, comme l'a fait Apivore, qui d'ailleurs avec son nom de marque, a joué un petit peu sur le côté gourmand et carnivore dans quelque chose de végétal. Et les spirivores, on trouvait que le nom était impactant, et que ça pouvait rattacher derrière facilement une communauté parce que c'était les spirivores et pas juste humanisme. On rassemblait des gens derrière un nom. Donc c'est un petit peu ça qui nous a fait changer de nom de marque il y a 2 ans. Ok, d'accord. Et
Je me suis un petit peu renseignée, donc j'avais compris que vous aviez arrêté la production en interne. Qu'est-ce qui, du coup, vous a poussé à créer un réseau de producteurs? Les 3 premières années, 4 premières années même, on était producteur. Même en Guyane, on a commencé à faire des différents tests de spiruline. On a démarré à partir de 2017-2018 à mettre vraiment la main dans la spiruline, la construction, la gestion des bassins et les différentes innovations. Il y a une question là-dessus d'ailleurs que vous proposez à un moment donné. Le truc, c'est que au bout de 3 ans, on a compris que c'était vraiment délicat de gérer à la fois la production du vivant, donc la spiruline, ça reste un être compliqué à produire, et à côté de ça, donc la journée elle fait que 10-12 heures en moyenne de travail, et à côté de la production, de la récolte, de la transformation, il fallait également gérer le marketing, les magasins, les pharmacies, le développement produit, et tout ça faisait beaucoup, beaucoup de charges de travail dans lesquelles il fallait être bon à chaque fois. Et on a bien compris qu'à un moment donné, on ne pouvait pas être expert dans tout. Que c'était capital, je pense, d'avoir cette maîtrise de la culture. Et qu'en fait, le besoin, il n'était pas de savoir tout faire et de tout faire. Il était d'en connaître un maximum. Qu'ensuite, pour beaucoup de producteurs, pas tous évidemment, il y en a très bien qui s'en sortent à merveille, mais pour beaucoup, il y en a qui adorent produire et qui produisent de la superbe spiruline en France, mais la partie commercialisation reste quand même compliquée pour une certaine partie de ces producteurs. Et ça a été plutôt bien vu avec ceux avec qui on travaille, en tout cas, de proposer c'est une forme de réseau, pas une coopérative, mais un réseau de producteurs qui répond à un même cahier des charges. Eux, ils s'occupent de faire de l'aspirine de bonne qualité. Et nous, on s'occupe de racheter une partie de leur production. Pas à 100% évidemment pour pas être interdépendant, mais une bonne partie. Et quelque part, ça fonctionne beaucoup mieux comme ça parce que chacun peut rester spécialiste et se donner à fond dans ce qu'il fait. Nous, maintenant, on a bien compris que tout ce qui était développement produit, marketing, commercialisation, qualité, ça demandait un travail à 100% et qu'on ne pouvait pas également assurer à 100% une ferme de spiruline. Donc, c'est venu petit à petit avec l'expérience de l'entrepreneuriat, le fait de dire on ne peut pas tout faire et c'est pas logique d'ailleurs de vouloir tout faire. Ok, oui, c'est ok de pouvoir aussi déléguer certaines parties de ce que vous faisiez avant. Ouais. Euh, Au niveau des produits et du coup de la création, comment vous décririez la spiruline aux personnes qui ne connaissent pas ce produit-là ou qui hésitent à l'heure actuelle à essayer? Bah, il y a un peu différentes typologies de personnes qui peuvent être curieuses. On va dire pour la personne vraiment pas proche de l'univers complément alimentaire, nutrition un peu healthy, veggie, ce serait de lui dire t'aimes pas particulièrement te faire à manger, t'as pas trop le temps, tu comprends bien que tu peux pas bouffer des pizzas tous les jours et commander chez Uber tous les midis. Bah écoute, fais-toi à peu près comme d'habitude des pâtes, du riz et de la semoule si t'arrives pas à faire du fruits et légumes par jour. Mais sache que si tu prends un peu de spiruline en paillettes dans ton alimentation, sur le côté condiment, ou régulièrement des cures de comprimés, bah, tu vas amener, je crois que c'est 54 ou 60 nutriments qu'il y a dans la spiruline, et dont plein d'oligo-éléments qui sont compliqués à trouver quand on mange pas de fruits et légumes, même s'il y en a de moins en moins dans les fruits et légumes en plus. Et de lui dire, c'est l'aliment le plus complet au monde. Donc, si tu veux pas être carencé dans 5-10 ans, commencer à te sentir fatigué à l'arrivée de l'hiver ou en fin d'année, que t'as pas envie de te gaver de compléments issus de la pharmacopée et que t'as pas non plus envie de te faire une cure de jus détox pendant une semaine, prendre la spiruline. Il n'y a pas plus concentré, plus simple et plus naturel. Ok, d'accord. Euh, Après, quelqu'un qui cherche une source de fer, il y a une réponse là-dessus. Quelqu'un qui veut se remettre au sport, il y a des réponses là-dessus. Mais pour quelqu'un qui connaîtrait pas du tout et qui serait un peu réfractaire, c'est ce que je dirais. d'accord. Ça viendrait, oui, en fait, juste en complément de son alimentation pour des personnes qui, bah voilà, n'ont pas forcément le temps ou l'envie d'avoir tous les jours une alimentation bien équilibrée, comme vous dites, les 5 fruits et légumes par jour, etc. C'est ça, c'est ça. Après, on a plein de clients qui sont arrivés à la spiruline sous d'autres raisons. Là, je peux faire un petit pont aussi avec votre marque et le public auquel vous vous adressez, mais on a une grande partie des femmes qui viennent à la spiruline pour son apport en fer, après des très mauvaises expériences avec le tardiférum, parce qu'à un moment donné, un naturopathe ou quelqu'un plus sur l'alimentation
naturelle et la médecine douce, là, on en a parlé, et qui n'en reviennent pas sur le taux de fer qui remonte, quoi. Pour les sportifs d'endurance, c'est à peu près la même chose. C'est en lien avec le fer et la production d'oxygène et de globules rouges sur la récupération musculaire. Et il y a de nombreux sportifs maintenant qui consomment la spiruline ou la phycocyanine pour l'endurance. Mais je pense qu'il y a d'autres questions sur le côté démocratisation, mais elle est encore peu connue et mal connue, en tout cas, la spiruline. D'accord. Bah, du coup, effectivement, il y a d'autres produits sur le marché enfin, il y a d'autres, oui, produits sur le marché avec de la spiruline ou de la spiruline tout court. Et vous, quelles sont les caractéristiques, qui vous différencient dans vos produits, que vous proposez? Dans l'univers de la spiruline, il y a quand même 80-90% de ce qui est vendu en France qui est importé, qui provient majoritairement d'Asie, de Chine, un tout petit peu d'Hawaï et d'Afrique. Donc déjà, sur ces 80-90%, donc nous, les spirivores, tout comme la majorité des producteurs français, on avance les arguments qui sont que la spiruline, du coup, est française. Dans notre cas, elle est bio. Euh, les analyses d'eau, les analyses de pesticides, de métaux lourds, et bref, le cahier des charges, même pour être bio en France, est bien plus compliqué qu'il ne l'est à l'étranger. Et après, nous, on va dire en particulier, en comparaison peut-être avec d'autres marques françaises, chacun tire son épingle du jeu. Nous, ce qu'on essaie d'appuyer très fortement, c'est la transparence sur les analyses, sur le cahier des charges, sur le taux de phycocyanine, de fer et de protéines qu'il y a dans nos produits, sur la transparence du réseau qu'il y a derrière avec nous et sur l'impact écologique et la volonté de la démocratiser de par les recettes et tous les produits transformés qu'on a pu faire les 5 dernières années. Parce qu'en 5 ans, on a fait des glaces, des energy balls, des tartinables, des chocolats, des boissons. Donc il y a une vraie volonté de la marque aussi de la rendre plus évidente, facile à consommer au quotidien, par rapport à certains labos ou d'autres marques qui, entre guillemets, ne la proposent qu'en comprimé, quoi. D'accord. Oui, au final, vous en revenez à ce que vous avez dit au début sur l'authenticité et la transparence. C'est Ouais. avoir un produit qui est le plus transparent possible, pour les consommateurs. C'est capital, je pense, dans le business de façon globale. C'est quelque chose qui manque, l'authenticité et la transparence. Ça ralentit un petit peu la phase de croissance quand vous êtes quelqu'un de droit dans vos bottes et transparence. Vous allez avancer moins vite que ceux qui vont faire des coups bas, plus de marge, moins de clarté, mais vous avancerez plus longtemps et au final, les clients resteront, une fois qu'ils ont compris tout ce que vous avez, une fois qu'ils ont validé tout ce que vous avez dit et qu'ils ont vu que c'était la réalité. Donc, je recommande à tout le monde aussi qui se lance dans l'entrepreneuriat d'être le plus authentique et transparent, aligné et ne pas penser tout de suite aux marges et à la grosse rentabilité la première année. Euh, Bah, du coup, j'en reviens à votre premier nom de marque. Vous parlez souvent du goût umami dans vos produits, à base de spiruline. Comment est-ce que vous avez découvert, cette saveur qui est si particulière et comment vous l'intégrez du coup dans vos créations? L'umami, ça a été un peu la découverte quand pour les premières fois en 2018-2019, on a commencé à manger de la spiruline fraîche. On s'est dit, tiens, on a du mal à qualifier le goût que ça a. La spiruline, quand elle est déshydratée en paillettes, elle a plutôt un goût champignon-noisette, qui est très agréable. Quand elle est fraîche, elle a un goût qui peut un peu s'apparenter au samouré, Ok. mais de loin. Ça n'a pas un goût d'algue. Ça n'a pas un goût d'algue, ça n'a pas une texture d'algue d'ailleurs. Quand c'est frais, ça a une texture de pâte à modeler un petit peu entre le foie gras et le saint-moré en termes de texture. Et donc, on a découvert qu'en fait, cette saveur qu'on n'arrivait pas vraiment à identifier dans la spiruline fraîche, parce que quand elle est fraîche, elle a un petit peu ce goût samouré, mais dès qu'on la mélange avec d'autres choses, ça perd complètement ce goût-là et ça devient exhausteur de goût. Vous la mélangez avec de l'huile d'olive et du citron, vous mettez un peu de basilic, ça explose en bouche parce qu'il y a ce côté exhausteur de saveur qui est assez proche, assez propre à l'umami. Et donc, dès qu'on a compris que c'était ça la saveur qui correspondait à la spiruline fraîche, d'ailleurs, on s'est un peu emballé parce qu'on a appelé le nom de la marque Umamise, on était complètement focus là-dessus.
Et c'est vrai que les 3 premières années, on a fait beaucoup, beaucoup d'idées recettes avec la spiruline fraîche. On, on l'a poussé le plus loin possible pour que les gens essaient vraiment de la travailler, de la cuisiner, que ce soit en guacamole, en tapenade, en caviar, d'aubergine, en smoothie, euh, avec du piment, avec tout un tas de choses, plutôt dans les préparations crues pour éviter de, de dénaturer l'apport nutritionnel en la chauffant. Mais c'est maintenant le moins le cas parce qu'on pousse un peu moins la spiruline fraîche là depuis 2 ans. Bien qu'on l'ait implanté l'année dernière chez Picard. Ça a eu pas mal de succès, mais pas suffisamment, je pense, pour Picard pour que ça puisse continuer là tout de suite. Mais en tout cas, voilà, la volonté, c'était, au travers des paillettes, de la poudre et de la spiruline fraîche, d'arriver à changer un petit peu son regard complément alimentaire et plutôt encourager les gens à l'intégrer dans différentes repas, différentes préparations pour le côté exhausteur, pour le côté texturant et pour le côté nutritionnel. D'accord. Mais la spiruline, ça, je pense que par beaucoup de monde, c'est perçu comme un aliment de santé, on va dire. Comment vous parvenez à rendre cet ingrédient plutôt savoureux, enfin aussi savoureux que bénéfique, pardon. On y arrive sur les gens qui ont atteint ce point de maturité et cette envie de cuisiner. Il n'y a pas de discrimination là-dedans. Moi, le premier, ça m'arrive de ne pas avoir envie de cuisiner particulièrement avec de la spiruline. Très fatigué ou avec un besoin sur du sport, je vais prendre des comprimés ou des ampoules de phycocyanine. Un peu plus de temps devant moi et envie de cuisiner. Soit j'en rajoute dans mes préparations, soit je cuisine directement avec de la fraîche. Du coup, la réponse, elle est plutôt de dire, très honnêtement, depuis 5 ans, on a tout fait pour la démocratiser, mais ça ne parle pas à tout le monde parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Aujourd'hui, le client qui est spécialisé, qui s'y connaît vraiment en nutrition, qui veut aller plus loin dans la spiruline, va vouloir de la spiruline fraîche. Mais c'est une minorité et on répond à sa demande. Pour la majorité, aujourd'hui, le besoin, c'est plus ok, réexplique-moi bien, c'est quoi la spiruline? Parce que j'en ai entendu parler il y a 5 ou 10 ans, mais je sais plus trop ce que c'est, mais ça a l'air pas mal. C'est une plante, c'est ça, ça se trouve en Afrique. Donc déjà, c'est quoi? C'est français, ok, intéressant. À quoi ça sert? Et s'il faut la consommer en comprimé ou en ampoule, en fait, ça va à 80% des gens. Donc, oui, on a réussi à se faire connaître depuis 5 ans sur ce côté gourmand autour de la spiruline, mais c'est pas la majorité des clients qui recherchent pour l'instant cette solution. D'accord. Euh, Est-ce que du coup, vous pourriez nous parler de la conception, par exemple, d'un de vos produits phares, de sa conception de A à Z, en nous parlant aussi du côté éco-responsable que vous souhaitez mettre en avant dans votre produit, peut-être le côté aussi biologique que vous avez cité tout à l'heure. Enfin voilà, un peu nous parler de la conception. Ça, je la rajoute parce que je l'avais pas forcément mise, mais c'est une question que je pense pertinente par rapport à vos produits, à votre marque et aux valeurs que vous essayez de promouvoir, hein. Bah, elle est bien la question. Sur l'ensemble des produits, de toute façon, ça a toujours de la spiruline française et bio. Que ce soit dans la phycocyanine, c'est issu de spiruline fraîche française bio. La phycocyanine, c'est donc un extrait de la spiruline. C'est un pigment, une protéine et un antioxydant bleu qu'on propose sous forme d'ampoule, qui va plutôt être consommé pour l'énergie, les douleurs articulaires, musculaires, la fatigue et booster l'immunité. Et c'est vrai que ce produit-là, c'est ce qu'on vend majoritairement là, depuis quelques temps. Donc rien que ce produit-là, finalement, ce n'est que de la issue de spiruline fraîche et française. Il n'y a pas d'additif, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de conservateur. Euh, donc en termes d'écologie, c'est de l'eau, de la phycocyanine, du verre dans du carton craft. Les autres produits, que ce soit la paillette, les comprimés ou la poudre, sont issus de petites fermes de spiruline française, qui elles-mêmes travaillent de façon éco-responsable. Et après, sur les différents produits qu'on a pu développer, par exemple, il y a 2 ans, on avait lancé des Energy Balls à la spiruline. C'était un casse-tête parce qu'on voulait un emballage le plus écologique possible. Donc, on est allé très loin dans la préparation de l'emballage, dans les matériaux utilisés, dans la conception de l'emballage. On le faisait nous-mêmes à la main et ça prenait des plombes.
Euh, le produit en soi, c'était fait par une petite entreprise que j'avais rencontrée dans une biocoop. Donc, c'était un couple qui faisait eux-mêmes les Energy Balls depuis quelques années avec des produits simples, des matières simples, elles-mêmes éco-sourcées, on va dire. Quand on avait fait des tartinables, c'était le même travail, c'était d'où vient le poivron, d'où vient la tomate, quel type de bocaux on utilise, d'où proviennent les couvercles. Et ça, à chaque fois, quand on a fait une glace à la spiruline il y a 3 ans, on l'a fait avec un petit producteur de glace vegan en Ardèche, dans la Drôme, qui lui utilisait que des ingrédients locaux, frais, sans tout ce qu'on peut trouver dans l'agroalimentaire, c'est-à-dire sans auxiliaires technologiques, sans additifs, sans émulsifiants, etc. Donc finalement, on est allé très loin dans l'écologie, en allant très loin dans la nutrition, parce que quand on essaie de prendre des bons produits et le minimum de produits, ça reste écologique. Et après, petit cassage de tête sur la partie emballage, où là, il faut reconnaître qu'on a compris que c'était compliqué de faire des emballages 100% écologiques. Entre d'où ils viennent, comment ils ont été faits, est-ce qu'ils sont vraiment compostables, en combien de temps, qui va les composter, où sont les filières de compost, enfin, il y a un moment donné, il faut un peu se demander si c'est pas aller trop loin dans l'écologie. Donc, nous, on est allé très loin. Et maintenant, on comprend aussi qu'est-ce que les consommateurs sont prêts à faire et quel prix ils sont prêts à payer aussi pour avoir quelque chose d'écologique et quelque chose de surécologique. Ok. Ouais. Bah, du coup, je pense que ça rebondit avec ma question suivante, c'est vous, comment aujourd'hui vous distribuez vos produits et est-ce que vous prévoyez d'élargir le réseau que vous pouvez avoir actuellement pour les distribuer? Euh, Bah là-dessus, ça a pas mal bougé, hein. Nous, on reste très agile comme entreprise quand même. En 5 ans, du coup, vous l'avez compris, on a été producteur, puis on a changé un petit peu notre fusil d'épaule, puis on a développé beaucoup de produits. Ensuite, on s'est refocalisé sur certains. Pour les canaux de distribution, c'est la même chose. Au début, on travaillait beaucoup avec Biocoop, La Vie Claire. On avait réussi à implanter la spiruline surgelée chez La Vie Claire. Puis, on a trouvé des grossistes. Puis, on a commencé à toucher les pharmacies. L'année dernière, on avait distribué du coup la spiruline fraîche surgelée dans les 1000 magasins Picard en France. On a touché les épiceries fines aussi. On a fait beaucoup de salons et foires bien-être. Maintenant, en 2024, on est focalisé à 80% sur le web. On a pas mal de magasins bio dans le sud, Montpellier, Toulouse, Perpignan, Narbonne, un petit peu à Paris. Mais on est principalement focalisé là, cette année et l'année prochaine sur le web. Donc si les gens veulent nous trouver, c'est sur spirivore.com et après, c'est du web, hein, vous connaissez, on livre en 3 4 jours et c'est facile à commander, mais c'est un petit peu comme le fait de dire être producteur et être commerciaux. Vouloir avoir tous les canaux de distribution, c'est compliqué. Il vaut mieux en choisir un, deux et se concentrer dessus. D'accord. Et pour le moment, donc vous êtes plus basé pour le national et est-ce que vous visez à élargir vers l'international ou c'est pas dans vos projets pour le moment? La, la chance qu'on a avec la France, c'est quand même que ça reste un pays, tout comme l'Allemagne, où le bio est bien développé, où la conscience de la nutrition, de l'écologie, des super aliments est de plus en plus en vogue, où il y a quand même un certain nombre d'acheteurs, rien par rapport aux États-Unis et aux autres pays, mais à notre échelle, à nos objectifs, je pense que déjà pendant 3 4 ans, on va vraiment rester concentré sur la France. Et que c'est toujours pareil, vouloir partir à l'international, ça peut être quelque chose de compliqué parce qu'on a un certain business model, parce qu'on a une certaine approche marketing, euh, une plateforme de marque qui est en fait adaptée à la France. Mais si vous la démultipliez, vous allez aux US ou je sais pas moi, ou peut-être en Allemagne avec, ben, ça va pas être du tout perçu pareil. Et j'ai entendu pas mal d'entrepreneurs dire aussi qu'ils s'étaient cassé la gueule à vouloir eh bien, enclencher une expansion trop rapide. Parce que les règles ne sont pas les mêmes dans tous les pays, la façon de parler aux clients n'est pas la même, les prix ne sont pas les mêmes, les modes de paiement ne sont pas les mêmes, bref, tout un tas de choses à reprendre, quoi. Donc je suis pas pressé
conquérir le monde comme Minus et Cortex. Je pense que je vais rester focalisé encore un certain temps sur la France. Pour vous deux, quelles ont été les plus grandes difficultés auxquelles vous avez pu être confrontés en démarrant le développement des spirivores? Ouais. Bon, sur les associés, au début, on était deux. Depuis 3 ans, on est trois. Et on a un certain nombre aussi d'associés qui avaient aidé pour investir sur une petite levée de fonds qu'on avait fait en 2018-2019, 2022, pardon. Donc ça fait qu'il y a aussi du monde derrière qui nous soutient, qui nous guide un petit peu, qui nous appuie. Donc on était deux au départ pendant 3 ans et puis maintenant on est, on va dire, entre 5 et 6 à prendre des décisions. Euh, la question c'est quelles ont été les difficultés au départ? Oui. Bah, En quelles ont fait, été, mais pas forcément au départ, mais plus, enfin, oui, à la base, c'était plus en démarrant, mais je pense que c'est intéressant de voir dans la globalité de votre aventure quelles ont pu être les difficultés qui, vous, personnellement, ont pu vous impacter, et ont pu peut-être freiner, le développement de votre marque. ouais. Euh, c'est quand même au départ, hein. De toute façon, les grandes difficultés pour moi, elles se font les 3, 4 premières années parce que nous, on n'était pas entrepreneurs avant de faire ça. Et du coup, rien que ça, c'est une difficulté en soi. Parce que maintenant qu'on l'est depuis quelques années, il y a pas mal de choses qui nous semblent plus logiques si on devait remonter un autre projet aujourd'hui ou donner d'autres conseils. Mais au tout départ, la grande difficulté, elle était que dans la spiruline, on a donc d'abord tout construit, c'est-à-dire fait des formations, fait des stages, de l'alternance, que ce soit dans des startups, chez des producteurs, avec différentes méthodes de production. Beaucoup accumulé de connaissances. Dimitri, lui, il a fait un diplôme universitaire de responsable aquacole à 7, donc beaucoup de choses à apprendre pendant un an. Et ensuite, une fois qu'on avait tout appris, on a tout déconstruit. Parce qu'on s'est dit, à l'époque, quand on a démarré, un peu foufou, très innovant et pensant pouvoir révolutionner le monde, on va changer les règles, on va faire différemment, on va réinventer la roue. Euh, C'était une bonne chose hein, de le faire, mais c'est juste que ça a pris beaucoup de temps. Euh, et donc ça, c'était apprendre à faire de la spiruline, apprendre ensuite à déconstruire ça pour faire sa spiruline à soi avec ses nouvelles règles dans d'autres systèmes de production, avec d'autres types de produits. Parce que finalement, quand on s'est lancé en 2019, on a dû construire nous-mêmes notre propre ferme de spiruline, lancer notre production de spiruline. Et on n'a pas lancé une production de spiruline classique en bassin. Au départ, on a lancé une production verticale avec des systèmes qu'on avait brevetés qui avaient vocation à prendre moins de place et pouvoir euh, être proposés sur de l'agriculture urbaine. C'était ça le projet au tout départ. Et 2019, c'était on se lance dans l'entrepreneuriat, on se lance dans la spiruline. Alors que certes, on a bossé dessus un an avant, mais avant, on n'était pas de l'univers. On choisit un système de production qui est différent de la majorité des producteurs. On choisit un produit qui est différent de l'ensemble des marques en France et à l'international, puisqu'au début, on voulait proposer quasiment que de la spiruline fraîche. Ça faisait beaucoup de travail, beaucoup d'apprentissage et du coup beaucoup pas d'échecs, mais de freins qui sont mis devant nous, qu'on a dû apprendre à lever. Ok. Euh, Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je dirais que ça reste difficile. Maintenant, on l'a trouvé, mais ça a été difficile pendant les premières années de trouver notre place exacte. Euh, C'est-à-dire que dans cet univers, vous avez majoritairement des labos, blouses blanches qui achètent et revendent de la spiruline de très mauvaise qualité à prix d'or dans des emballages aseptisés blancs qu'on trouve en pharmacie. Ça, c'est 80% de ce qui se fait, la pharmacopée. Donc nous, on n'adhère pas du tout avec cet univers-là. Mais de l'autre côté, vous avez principalement des petits et moyens producteurs euh, qui produisent production paysanne, ils appellent ça. Euh, c'est très bien, mais c'est plutôt du coup vente de spiruline en paillettes au marché, dans les magasins bio du secteur, avec une volonté principalement d'une partie des producteurs de ne pas se faire concurrence. Donc
très peu agressif commercialement, très peu agressif en termes de marketing, avec des méthodes plus artisanales, on va dire, qui sont également très bien. On a essayé, nous, quand on a démarré, de prendre un petit peu de tout. Parce que faire de la spiruline de façon artisanale, c'est certainement la meilleure spiruline qui soit, puisqu'on lui donne du temps, de la qualité, de l'amour et tout un tas de bonnes méthodes. Et le troisième élément, donc, c'est la pharmacopée, la spiruline paysanne et l'univers startup. Il y a aussi un peu l'univers startup dans la spiruline, avec quelques startups qui s'étaient lancées il y a quelques années dans la spiruline fraîche, dans des produits à la spiruline, dans des appareils pour produire de la spiruline. Donc le côté un peu startup existe aussi dans la spiruline. Et nous, on s'est pointé là-dedans en disant, bah, en fait, il y a un peu de tout qui nous intéresse. Les méthodes de qualité industrielle qu'il y a dans la pharmacopée, c'est OK, ça nous intéresse de comprendre comment on fait de la très bonne qualité, en tout cas, quels sont les process, parce qu'après, la qualité de l'aspirine n'est pas toujours la meilleure, mais quels sont les process, donc côté administratif et process nous a plu, le côté qualitatif dans la spiruline produite par bah, les petits producteurs en France nous plaît beaucoup. Et tout ce qui va être innovation, marketing, produits et méthodes pour se faire connaître, éducation de marché qu'il peut y avoir dans les startups, nous a plu aussi. Du coup, ben, les 3 premières années, on était un peu le vilain petit canard qui trouve pas son étiquette, quoi. Et force est de constater que, en gardant le cap et en tenant sa barque, ben, il y a pas mal de gens qui ont pas forcément apprécié nos méthodes. Et puis, il y en a d'autres qui sont venus à nous ou revenus à nous et qui nous ont dit, OK, on valide ce que vous faites. Vous pouvez peut-être être un chaînon manquant dans l'univers de la spiruline qui relie bah, à la fois ces trois univers en un seul, en prenant quelque part que le bon de chacun et en créant ce pont, cette synergie qu'il manque en fait entre la spiruline française et les méthodes qui existent et un développement à grande échelle pour vraiment la démocratiser. Et je pense que vous avez répondu un petit peu à à ma seconde question qui était bah, comment vous avez surmonté ces défis. Du coup, je la saute et moi, ce que je voulais savoir, c'était est-ce que quand vous avez rencontré ces défis-là, vous avez eu des moments où vous avez envisagé bah, de laisser tomber, d'abandonner? Et si oui, bah, qu'est-ce qui vous a permis dans votre parcours et dans cette aventure de vouloir persévérer malgré les nombreux défis, voire même les échecs que vous avez pu avoir? Bah, c'est arrivé quand même plusieurs fois. En 5 ans, on peut pas dire que ce soit jamais arrivé de dire c'est bon, on arrête tout, c'est trop compliqué. On était deux pendant les 3 premières années et on était trois ensuite, principalement sur le feu de l'action. On est trois depuis 5 ans, depuis 3 ans. Et le fait d'être plusieurs associés, c'est quand même un point que je trouve super intéressant quand je regarde un petit peu les solopreneurs, qui sont rarement dans des univers comme les nôtres, dans de l'agroalimentaire ou autre, je trouve ça dur d'être tout le temps tout seul, parce que la motivation, elle s'équilibre quand on est plusieurs. C'est également très rare que les trois soient motivés à 100% la même semaine, et ça arrive très souvent que l'un soit à 90% de motivation, l'autre à 40 et l'autre à 70, et qu'il y ait une répartition qui se fasse de la charge pour que tout le monde, à la fin de la semaine, soit relativement à égalité. Je pense que c'est quand même capital dans l'entrepreneuriat de bien s'entourer et qu'il y a aussi une grande majorité des boîtes qui s'arrêtent parce que les associés n'arrivent pas à s'entendre. Et là-dessus, c'est peut-être mieux si quelqu'un en parle, c'est toujours un peu compliqué de parler de soi-même de cette façon-là, mais en tout cas, nous, on a démarré en 2019 avec Dimitri, avec des caractères plutôt marqués, assez forts, autoritaires et leaders. Donc sur le papier, ça partait pas très bien quand même. Et on a beaucoup potassé, et beaucoup appris et essayé sur la communication et la compréhension aussi des rôles de chacun. Et petit à petit, quand tout ça s'équilibre et que chacun comprend où est sa place, son rôle, sa valeur ajoutée et arrive à avoir une oreille suffisamment ouverte et laisse son ego, une partie de l'ego, parce que l'ego peut être intéressant, mais une partie de l'ego à la porte quand il démarre le boulot, les choses fonctionnent vraiment bien. Ça, c'est le premier point, qui est quand même, à mon avis, capital à 70%, qui fait que cette boîte est toujours là. Le deuxième point, c'est que
quand je le remets sur le papier, moi, la spiruline, si je devais monter une autre boîte tout de suite, je vois pas qu'est-ce qui me ferait kiffer autant. Euh, sur l'impact auprès des autres, sur l'impact environnemental, sur mon propre impact à moi, sur ce que j'ai à apprendre, sur la communauté que je fréquente en étant dans cet univers-là, que ce soit l'agro, les autres marques, les startups, les producteurs, les naturopathes, diététiciens, nutritionnistes, la connaissance. Euh, j'ai pas du tout envie de le quitter. Et du coup, ça permet aussi de se lever tous les matins avec une sacrée volonté de continuer en comprenant qu'on n'est pas sur un sprint, mais sur un marathon et qu'il faut ménager ses efforts, quoi. Oui, au final, c'est le milieu dans lequel vous travaillez vous inspire tellement et vous motive tellement que malgré les obstacles, vous avez envie de persévérer et de toujours trouver des solutions pour continuer à avancer. C'est ce qui peut vous différencier effectivement de d'autres entrepreneurs qui vont se lancer essentiellement pour faire du chiffre et qui au final finissent parfois par abandonner car les obstacles sont trop gros et qu'il y a la passion derrière n'est pas assez présente pour avoir cette envie de persévérer malgré tout. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est quand même super important quand on monte une boîte de comprendre c'est quoi ses besoins à soi. Ça permet aussi de ne pas partir dans tous les sens dans la boîte et de ne pas mesurer la réussite de la boîte que au chiffre d'affaires, mais également à la courbe d'apprentissage et à tout ce que ça va pouvoir impacter sur soi, de monter cette boîte, de la faire tenir, de la faire grandir, que c'est plein d'autres choses que juste de l'argent d'être entrepreneur, quoi. Ok. Bah, pour passer à la partie suivante qui est plus du coup sur l'innovation et les impacts environnementaux, vous mentionnez souvent l'innovation dans votre approche de la spiruline. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les brevets que vous avez déposés et comment ces innovations-là, elles changent la production traditionnelle de spiruline? Alors oui, de toute façon, la réponse va être on ne peut plus honnête. Nous, on a déposé deux brevets. La première année, un brevet sur un système de production verticale, donc qui permet de produire de la spiruline à la verticalité, alors qu'habituellement, la spiruline, ça se produit plutôt dans des bassins sous serre de, de 15 centimètres de hauteur à peu près. Nous, au tout départ, c'était vraiment ça notre truc. On se disait, on va faire de la spiruline fraîche de façon verticale pour qu'elle prenne peu de place. On va réussir à implanter ça sur les toits d'immeubles parce que c'est 30 à 40% de l'espace perdu en ville. Du coup, on va rapprocher cette source de protéines incroyable des consommateurs, éviter le transport et tout un tas d'autres éléments qui viennent rajouter des coûts et qui impactent le côté écologique. Et le monde sera merveilleux. Et le deuxième brevet qu'on a déposé, c'est sur un système de récolte qui permet de récolter la spiruline tout en douceur la nuit. Et ces deux systèmes, on les a vraiment développés parce qu'au début, on pensait que c'était la meilleure façon de faire de la spiruline fraîche. Que donc les photobioréacteurs, donc ce système vertical fermé, garantissaient la qualité parce qu'il n'y a absolument aucun contaminant, aucun insecte ou quoi qu'est-ce qui pouvait rentrer dedans. Et le système de récolte la nuit était un système très doux qui évitait de brutaliser la spiruline et qui le laissait dans son propre milieu de culture, donc à un pH 9,5-10. Donc elle était aussi protégée de tous les contaminants. Alors, force est de constater que c'était pas forcément ça qui faisait qu'on faisait de la bonne spiruline et de la spiruline fraîche. En fait, très vite, on a compris qu'en bassin, avec des très bonnes conditions de culture, d'hygiène, de suivi, une méthode de récolte plus traditionnelle avec un rinçage dans une durée de temps très courte, avec des conditions d'hygiène parfaitement respectées, on faisait à peu près la même chose. La moralité d'avoir déposé ces brevets, c'est que déjà, ça nous a permis de creuser à fond des systèmes et de comprendre tous les systèmes de production qui pouvaient exister. Du coup, depuis 2 3 ans, on accompagne aussi des producteurs sur la partie technique, des producteurs qui veulent se lancer de façon classique, des grands fonds d'investissement qui, eux, vont plutôt essayer de produire en tubulaire dans des grands espaces en verre, ont des contraintes techniques, on les accompagne également. Et on peut avoir du coup un regard sur, bah, toi, tu veux lancer une petite ferme de spiruline en France, au Brésil ou en Afrique, bah attends, on peut t'aider, on connaît les méthodes simples pour faire du low-tech qualitatif.
Et toi, tu veux te lancer dans quelque chose de plus industriel, mais tu as des problèmes de nettoyage, de rinçage, et tu comprends pas pourquoi il y a tel et tel contaminant. Ben, on peut t'accompagner également. Mais quelque part, ce qui me plaît là-dedans, c'est de se dire, en fait, c'est génial parce que avec des méthodes simples, donc le bassin traditionnel, on peut faire de l'excellente spiruline et on n'est pas obligé d'avoir des systèmes à breveter et trop technologiques pour y arriver. Ok. Euh, alors, je regarde juste si mes questions ne s'entrecroisent pas par rapport à ce que vous avez dit. Euh, bon, peut-être que ça va se répéter, mais on Ouais, pourra c'est pas... recouper au pire. Euh, comment la production de spiruline, telle que vous la pratiquez, elle va s'intégrer du coup dans un modèle durable et respectueux de Bah là, pour le coup, la spiruline, c'est écologique par nature. Donc, nous, notre spiruline, en plus de ça, est certifiée bio, mais la spiruline en soi, en termes d'intrants, donc ce qu'on donne à consommer à la spiruline, c'est quasiment la même chose qu'une plante. C'est du magnésium, du potassium, du carbone, des oligoéléments, du fer. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein. Ensuite, avec ce peu de choses qu'on lui donne, elle fait des nutriments magnifiques. Elle fait de la chlorophylle, de la phycocyanine, du bêta-carotène. Elle produit en masse de la protéine complète comme dans la viande, du fer aussi bien assimilé que celui de la viande, etc. Donc elle fait 54 nutriments alors que on lui donne à la base très peu d'intrants. Ensuite, ça consomme peu d'eau. Euh, la spiruline, ça travaille en circuit fermé, donc vous avez de l'eau d'évaporation qui est perdue, mais avec les bassins, il y en a une partie qui revient dans le bassin, et sinon c'est un circuit fermé. Donc on n'est pas là à arroser tous les jours comme ça peut l'être pour l'avocat, l'amande ou d'autres fruits et légumes qui sont très consommateurs en eau. Ensuite, ça consomme pas de pesticides. Il n'y a pas de pesticides dans la spiruline, alors que, je sais pas, dans les pommes ou autres, il faut utiliser une vingtaine de pesticides. Dans le vin, je connais pas très bien, mais il y en a un paquet aussi. Et enfin, la spiruline, entre le fait qu'il n'y ait pas de pesticides, pas d'engin agricole, puisqu'il n'y a pas besoin de récolter ça avec une moissonneuse-batteuse qui elle-même consomme tout un tas de combustible et qui demande pour sa fabrication un impact également important sur l'écologie. Et bien, le fait est que la spiruline et les cyanobactéries produisent énormément d'oxygène et font beaucoup de photosynthèse. Donc, elles captent beaucoup de CO2. Donc, déjà, de base, le fait de faire de la spiruline est extrêmement écologique. La faire en France et la vendre en France de même. Et là où nous, bah, on essaie d'aller toujours plus loin, c'est une fois que cette spiruline, on l'a, comment est-ce qu'on la conditionne, quel type d'emballage, donc sourcer les emballages. Là, on est très content puisque depuis 2 ans, on a des emballages carton craft avec couvercle en liège est français et portugais. Et du coup, on a complètement squeezé les cartons et les couvercles qui pouvaient se trouver principalement sur le marché qui eux viennent de Chine et d'Inde. Et le fait ensuite bah, d'avoir cette conscience écologique et de donner aussi, au travers des newsletters et de ce qu'on peut produire comme contenu, une vision plus globale, plus holistique de l'écologie. C'est pas parce que tu prends de la spiruline de chez nous tous les jours que ça va bien se passer si tu continues d'acheter 99% de tes fringues chez H&M, que tu bouffes chez McDo tous les jours, ou que tu achètes que des produits de l'industrie agroalimentaire, que tu pars en voyage en avion toutes les semaines et que tu roules dans un gros diesel qui pue. C'est essayer d'amener quelque chose de plus équilibré dans la compréhension de l'écologie et de surtout pas être moralisateur, puisque nous aussi, il y a plein de choses qu'on fait qui sont pas écologiques dans nos vies de tous les jours. Euh, et d'essayer ouais, de ne pas être moralisateur, mais de donner une vision d'ensemble et des solutions accessibles à l'écologie et aux produits éthiques, qui en fait sont en général sont de très bonne qualité, sont mieux aussi économiquement parce qu'ils sont produits en France et sont plus écologiques de façon globale. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, ça répond parfaitement, mais même ça répond un petit peu à ma question d'après, mais je pense elle y avait été répondue même tout au long de l'interview, qui était que la transparence et l'écologie sont des valeurs clés pour vous. Et comment vous assuriez que vos pratiques elles respectent ces engagements au quotidien? Je pense que vous y avez plutôt bien répondu dans la question précédente et puis même tout au long de l'interview. Enfin, la transparence et l'authenticité, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu. Donc, je pense que la question est répondue. Du coup, je vais switcher
plutôt la relation que vous avez avec vos clients. Comment vous entretenez la relation avec vos clients en général et quelles méthodes vous utilisez pour les fidéliser et, entre guillemets, les éduquer? Alors, j'ai bien compris que vous n'êtes pas du tout là pour être moralisateur, mais voilà, comment vous les éduquez, entre guillemets, sur les bienfaits de la spiruline au quotidien? Bah, on a essayé et on essaye encore de mettre plusieurs outils à disposition. On n'en a pas fait beaucoup, on en fera certainement plus l'année prochaine, mais on avait lancé quelques épisodes de podcast pour aller interviewer des naturopathes. Là, cette année, il y en avait pas mal qui avaient répondu présents, qui voulaient le faire. C'est pour le coup moi qui étais complètement dans le jus. L'année prochaine, je vais essayer de le structurer. Là, l'idée, c'était que quelqu'un spécialisé puisse répondre à des questions à thème. Donc, moi, j'avais fait une interview avec un naturopathe plutôt d'ordre général, une naturopathe spécialisée dans les chevaux. Donc, c'était super intéressant aussi sur la micronutrition auprès des chevaux et pourquoi la spiruline était intéressante. Et après, on avait pas mal de spécialistes qui avaient dit qu'elles étaient partantes. Une qui était spécialisée dans les problèmes d'endométriose, d'autres pour le sport, d'autres sur la fatigue, d'autres sur les enfants. Donc ça, c'est très intéressant à continuer à pousser. Ensuite, c'est principalement quand même de l'emailing, des newsletters. Dans ces newsletters, bah, c'est transmettre un maximum de choses qu'on voit passer, qu'on apprend. Ça peut être juste un petit paragraphe sur un sujet en particulier. Ça peut être la transmission d'une vidéo qu'on a vu passer qui était vraiment intéressante à regarder quand on a un peu de temps. Nos clients ensuite, on les fidélise parce que ben, ensuite, bien souvent, ils nous appellent quand ils ont des questions ou quand ils essaient de savoir quelque chose et on répond très rapidement et ça, c'est vraiment apprécié. Et pendant 2 ans, quand même, on était régulièrement sur les salons bien-être et on a de plus en plus de clients qui soit ont acheté sur Internet, soit nous ont vus en salon et sont revenus et à force, commencent à nous connaître. Donc petit à petit, on commence à avoir déjà un visage qui prend forme sur les premiers clients. Et sur les clients qui sont là depuis le début de l'aventure, c'est toujours la même chose. C'est l'authenticité qui paye, quoi. C'est une voix qu'on est toujours là, on dit toujours à peu près la même chose. Il n'y a pas eu de mauvaise surprise et ça rassure beaucoup parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui ouvrent et qui ferment très rapidement. Et donc, dans le temps, la crédibilité se fait avec ça. Euh, Est-ce que vous avez pu avoir des retours ou des témoignages du coup avec les clients que vous avez potentiellement fidélisés ou pas, qui vous ont marqué et qui ont pu influencer le développement de vos produits ou qui tout simplement vous ont touché par les retours que vous avez pu avoir par rapport à vos produits? Eh ben, c'est une bonne question. Je pense que j'ai oublié d'en parler quand on se demandait qu'est-ce qui fait tenir quand on veut jeter l'éponge. Donc les associés, le- la volonté d'aller jusqu'au bout de son projet parce qu'on y croit plus que tout, et les clients. Parce que les clients, du coup, régulièrement, soit ils envoient un mail, soit ils laissent un avis, soit ils envoient un petit WhatsApp, soit ils appellent, et ils donnent des témoignages qui sont vraiment impactants. Parce que c'est, alors pour les femmes qui ont des grosses anémies, c'est j'ai enfin une solution qui m'évite d'être complètement épuisé 15 jours du mois, alors qu'avant j'avais le bide complètement défracté avec du tardiféron. Un grand merci parce que ça faisait 15 ans que je cherchais une solution. Peut-être des personnes âgées aussi. Personnes âgées, c'est encore plus touchant. Souvent dénutries ou avec des grosses douleurs articulaires qui trouvent dans la phycocyanine et dans la spiruline une solution qui leur fait effet très rapidement et ils en sont ravis de sortir un petit peu de la surmédicamentation, je sais pas comment ça se dit, mais en tout cas de l'excès de médicaments. Ils sont ravis d'avoir moins de médicaments à prendre et de trouver ça avec la spiruline. Euh, des gens sortis de cancer aussi avec une immunité très fragilisée, des plaquettes très basses qui récupèrent vraiment vite. On a eu en fait, je pense, centaines d'avis vraiment très très forts là les dernières années. Et ça nous permet de tenir parce que la spiruline, ça reste un super aliment. On parle principalement des bienfaits, voilà, la fatigue, les douleurs articulaires, musculaires, le fer, les règles, le sport. Mais des fois, il y a des gens qui ont des pathologies vraiment lourdes et ça foire leur vie
jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui les fasse un petit peu aller mieux. Et du coup, ça fait plaisir quand même d'amener ces petites particules de, de bonheur, de vie que l'aspirine peut développer chez les gens, de continuer à apporter, quoi. Donc, en tout cas, les témoignages clients, j'en ai pas un là à vous donner. Il y en a eu beaucoup trop, mais c'est ce qui nous fait tenir et c'est ce qui nous fait continuer à y croire. Ok. Bah, je parlais pas forcément d'un témoignage en particulier, mais c'était plus en règle générale les témoignages qui avaient pu vous toucher personnellement ou même qui auraient pu influencer voilà votre développement dans le temps quoi. Mais vous y avez très bien répondu, c'était exactement ce que j'attendais de cette question. Par rapport à l'évolution des spirivores, est-ce que vous avez des ambitions pour les prochaines années? Est-ce que vous envisagez peut-être d'élargir votre gamme de produits? J'ai l'impression que des fois euh, vous comment dire, vous créez de nouveaux produits et puis ensuite vous switchez sur d'autres choses, etc. Est-ce que voilà, vous envisagez d'élargir votre gamme à l'avenir, de collaborer peut-être avec d'autres marques, d'autres producteurs? Vous avez dit que vous aviez collaboré avec deux personnes, un couple pour Les j'ai- Energy Balls. oui, voilà, les énergivores. Energy Ball, pardon. Voilà, est-ce que vous aviez d'autres choses comme ça à l'avenir qui allaient arriver ou pas? Là, pendant un certain temps, je pense que c'est important de rester concentré. On a des produits dans le pipe de la R&D qui a été faite et qui est prêt à sortir des nouveautés. C'est un peu tôt pour en parler là, de toute façon. Il y a des surprises qui vont sortir parce que bah, notre volonté c'est toujours la même, c'est d'arriver à faire de la spiruline une évidence et du coup de la démocratiser. Et pour ça, il faut quand même passer par différents produits pour les différentes envies. Collaborer avec des marques, oui, avec plaisir. C'est toujours un sacré défi quand on veut vraiment aligner toutes ces valeurs avec le développement d'un nouveau produit. On pourrait très bien être tenté de faire une boisson avec 0,5% de spiruline dedans, de vendre ça en GNS, donc en grande surface, et comme la majorité, d'écrire en gros spiruline dessus. Mais je pense que ça va pas le faire parce que il faut vraiment être bien dans ses bottes et bien axé. Il faut pas dévisser de ça. Donc, il faut se demander, c'est quoi les nouveaux produits qu'on a envie de sortir, certes. C'est quoi ce que le marché veut? Si le marché part dans une direction complètement folle, genre le marché veut que des sodas, est-ce qu'on y va, quoi? Pas sûr. Euh, si le marché veut des barres céréales françaises à la spiruline, ok. Donc là, l'idée, c'est pendant un an de rester concentré sur les produits qu'on a. Et d'ici un an, pourquoi pas commencer à sortir nos nouveautés, d'en tester sur les différentes qu'on a, une puis l'autre, quoi. Mais là, pour l'instant, il y a pas de grosses nouvelles à vous annoncer. Ok. Euh, pour revenir un petit peu sur l'entrepreneuriat, est-ce que vous auriez des conseils à donner à des personnes comme vous qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, dans n'importe quel secteur que ce soit, mais peut-être plus particulièrement dans tout ce qui va être l'alimentation durable, éco-responsable, peut-être même biologique, comme vous pouvez le faire actuellement. Les conseils entrepreneuriaux, c'est toujours un peu compliqué. Je pense qu'il faut pas trop en donner parce qu'il y a plein de profils différents et il y a plein de schémas de vie différents qui vont arriver. C'est parce que nous, il nous s'est passé ça, qu'il va se passer ça. Je dirais globalement qu'il faut se lancer et pas trop attendre. Il faut faire les choses euh, parce qu'il n'y a rien de grave qui va vraiment arriver. Un truc à surveiller, ce serait quand même de pas, parce que là pour le coup, on va plutôt dire c'est pas ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Je vais dire plutôt ce que nous on a fait et du coup ce qui n'a pas marché. Et après chacun trouve midi à sa porte là-dedans. Nous au début on pensait être nos clients et du coup on n'a pas au début vraiment bossé de façon très cadré, comme on peut le faire pour une étude de marché. On était plutôt au feeling sur nous, on pense ça, nous, on veut ça, donc les gens, ils ont peut-être pas compris ça et ça, mais on va faire une grosse éducation de marché et ça va le faire. En fait, ils ont un besoin qu'ils n'ont pas compris, qu'on a compris, qu'ils vont comprendre. Bon.
eh ben, c'était pas, pour le coup pas une très bonne idée chez nous. Donc je dirais quand même ne pas penser être son client, comprendre le marché, comprendre ses besoins quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. Alors au début, c'est pas simple, c'est pour ça que je dis il faut faire. Et puis petit à petit, bah, tu vas un peu te péter la gueule, un peu te fatiguer, faire de burn-out et ensuite ça ira un petit peu mieux s'il faut. Mais au bout d'un moment, tu vas comprendre quels sont tes besoins et tes besoins dans ta vie vont te faire comprendre qu'est-ce que tu veux faire dans cette boîte, dans ta boîte ou dans les autres boîtes que tu as. Parce que du coup, en ayant posé tes besoins et en voyant ce que tu dois choisir de faire pour cette boîte, tu vas voir du coup les conséquences de niveau 2, 3 et 4 qu'il y a en dessous de ce qu'il y a à faire au niveau de cette boîte. Et ensuite, quand tu vas regarder tes besoins de l'autre côté, tu vas voir si toutes les conséquences qui déboulent vont quand même pouvoir permettre de réaliser tes besoins à toi. Faire les choses, malgré tout, faire les choses qu'on aime, c'est con à dire, c'est très cliché, mais comme c'est souvent un marathon et pas un sprint, si vous faites que des produits, des services ou autres, que pour l'argent et le business, ça va être compliqué de tenir. Donc la passion, c'est pas forcément changer le monde, mais ça peut être une passion d'apprendre des choses, d'entreprendre, de manager. Ça peut être ça qui vous passionne. Mais il faut comprendre qu'il faut faire les choses par passion parce que ça peut être long. Bien s'entourer, ça c'est quand même, c'est pareil, il faut faire les choses. Donc n'attendez pas d'être parfaitement entouré pour vous lancer, mais gardez bien en tête qu'il faut bien s'entourer. Les freelances, les équipes, les alternants, les salariés, les associés, les investisseurs, les prestataires, les fournisseurs. Euh, Essayez de vous entourer de gens sains, euh, gentils, transparents. Parce que c'est extrêmement déjà énergivore de devoir gérer une boîte. Si en plus vous devez gérer des gens compliqués, relous, des cons, euh, ça va vous rendre fou et vous allez y passer toute votre énergie. Alors que si vous êtes dans quelque chose de plus construit, où en fait il y a une intelligence collective qui se fait entre tout le monde, et ben ce sera vraiment agréable et il y a des super idées qui vont émerger de tout ça. Est-ce que j'ai un autre point à conseiller? Pas vraiment. Faites les choses, entourez-vous bien, faites les choses avec passion. Dites-vous que ça va durer un petit moment potentiellement, et que si ça marche pas, c'est pas grave. Et que si ça marche pas une deuxième fois, c'est pas grave, et une troisième fois, c'est pas grave. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'échec là-dedans et que de l'apprentissage, quoi. Ok. Bah, c'est super intéressant. Et pour finir, je vais faire du coup le lien avec bah, nous, notre marque de culottes menstruelles. Est-ce que, est-ce que voilà, vous êtes déjà familiarisé avec comment dire, les produits que l'on propose, bien que évidemment, j'imagine que vous ne les avez pas testés. Mais est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que vous avez eu l'occasion de pouvoir les recommander à des personnes de votre entourage, enfin dans le sens pouvoir en parler, par exemple, avec des femmes qui vous entourent, que ce soit dans votre famille, dans vos amis ou pas? Ouais, bah, ça fait un moment que je connais ce produit-là, que bah, les différentes compagnies avec qui j'étais les utilisaient aussi, que bah, l'univers dans lequel on est quand même un univers engagé dans le côté écologique et éthique. Et du coup, que ce soit les culottes menstruelles, les cups ou toutes les autres solutions écologiques qui peuvent servir pendant les menstruations, bah, sont bien connues de nos clientes et de notre communauté. Donc, c'est rare que j'ai à le recommander parce que par de compagnes ou des copines que j'ai connaissent déjà. Mais c'est un produit que je trouve vraiment sensé. Ça va dans la même lignée que plein de startups qui se sont lancées ces dernières années, de réconcilier vraiment le besoin du client avec un impact écologique direct. Donc je réponds à ton problème, tu vas voir, tu vas te sentir déjà mieux avec mon produit et en plus c'est écologique, quoi. Donc je trouve ça très très bien. Et après, moi je continue de le marteler parce que du coup c'est quelque chose qui n'est pas assez connu, mais dans les périodes de règles, on a quand même beaucoup de retours, nous, donc sur l'anémie, mais également sur tout ce qui va être douleur menstruelle. Et la phycocyanine, la spiruline le fait, et la phycocyanine le fait d'autant plus côté anti-inflammatoire. Elle aide beaucoup de clientes à avoir moins de douleur pendant cette période-là. Et donc, bah, je continue de la recommander aussi pour ce besoin-là, quoi. Oui, bah, en plus, vous avez répondu à la question suivante qui était
Enfin, que pensez-vous que notre produit puisse potentiellement jouer un rôle clé dans l'évolution des modes de consommation durable en France? Je pense que vous y avez plutôt répondu dans la question, donc bah c'est parfait. Moi, de mon Bon, côté, j'avais pas d'autres questions. Je sais pas si toi Moi t'en aussi, j'en ai avais. une. Du coup, bah, quand on parlait des règles et de l'impact de la spiruline sur les règles, du coup, quand vous parlez des douleurs et qu'elles apaisent les douleurs, qu'est-ce qui, dans le produit, fait que ça a cet impact sur les douleurs de règles? la phycocyanine, donc il y a vraiment deux produits qui sont intéressants pendant les règles. Il y a la spiruline dans son totum, la spiruline complète, en comprimé ou en paillettes, que là on va prendre plutôt pour l'apport en fer, parce que c'est du fer qui est aussi bien assimilé que celui qui est dans la viande rouge. C'est extrêmement riche en fer et c'est du fer qui est biodisponible. Les oligo-éléments, tout ce qui est micronutriments qui vont permettre aussi de réguler tout un tas de choses pendant cette période des règles et de ne pas se sentir particulièrement fatigué. Et dans la spiruline, il y a la phycocyanine que nous on extrait, qu'on propose sous forme d'ampoule et qui, elle, a ce côté anti-inflammatoire. Et les inflammations, c'est quelque chose dont on souffre tous à différents moments de notre vie, à différents endroits. Les inflammations au dos, les allergies, c'est des inflammations. Faire baisser l'inflammation, ça fait baisser l'allergie. Le sport, il y a des inflammations, ça fait baisser l'inflammation. Du coup, on peut s'entraîner plus souvent, avoir une meilleure récupération. Et pendant les règles, on a des inflammations. Et la phycocyanine va venir baisser l'inflammation. Et du coup, bah, en faisant baisser l'inflammation, le corps finalement a moins de douleur.